Bienvenue sur le ring, Rachid Boufous. Bonjour. Sur le ring, l'ODJ TV Radio, je rappelle Rachid Boufous, architecte urbaniste et membre du Conseil national du mouvement populaire. 3 rounds thématiques avec vous. Premier round, post-séisme, reconstruction ou relocalisation. Deuxième round, un habitat rural à 100 000 dirhams, utopie ou réalité. Et enfin, troisième round, le gouvernement, l'exécutif, est-il à la hauteur à la fois des défis, à la fois des challenges et à la fois des conséquences de cette catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet d'ailleurs le Marrakech et son arrière-pays. Premier round, post-séisme, reconstruction ou relocalisation. On voit bien qu'il y a beaucoup de débats animés et un peu agités là-dessus. Vous êtes beaucoup plus sur la reconstruction ou sur la relocalisation de ces populations sinistrées qui ont perdu leur habitation dans ces villages de montagne? Pour avoir mené des opérations de relogement, de reconstruction, de plusieurs opérations, notamment à Ain Aouda, notamment à Mohammedia, dans les années 2003-2004, nous avions justement des familles, soit qui habitaient dans un site qui posait problème, la décharge de la crèche pour le relogement à Ain Aouda, ou les inondations de Mohammedia en 2004. Il y a aussi 100 familles qui ont tout perdu. Il fallait leur faire un choix. Est-ce qu'on leur donne est-ce qu'on les fait habiter sur place ou est-ce qu'on les déplace? On a fait le choix de les déplacer pour Ain Aouda, on les a déplacés, enfin, de la crèche jusqu'à Ain Aouda, une dizaine de kilomètres. Sur Mohammedia, la même chose, on les a déplacés d'à peu près à 1 kilomètre. Qu'est-ce que cela nous permet? Là, le schéma est différent, Rachid. Qu'est-ce qui nous permet, justement, pour faire un parallèle avec ceci? Effectivement, ce que nous avons comme problématique Al-Haouz, c'est que les douars sont dispersés. Vous avez des petits hameaux de 5-10 maisons à chaque fois et sur un territoire immense. Donc c'est pour ça qu'il y a ces difficultés d'intervention, notamment pour les secours. Et vous imaginez qu'on aura la même difficulté demain pour la reconstruction in situ, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement va donner donc une enveloppe de 140 000 dirhams par ménage pour la reconstruction. Pour les habitations totalement sinistrées. Totalement sinistrées, 80 000 dirhams pour la reprise des fissurations et des dommages causés au logement. Vous imaginez bien que cette aide qui est importante, bon, on va la donner graduellement au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur les sites eux-mêmes émetteurs, c'est-à-dire dans les lieux où les gens ont vu leur logement effondré. C'est-à-dire reconstruction sur site. Reconstruction sur site, c'est ce dont je parle. Ça, c'est le choix du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix tranché, c'est un choix ouvert? On sait qu'il y a beaucoup d'experts qui sont sur le terrain aujourd'hui et que le débat est ouvert. C'est une première déclaration. Je pense qu'elle a le mérite d'exister, notamment pour rassurer les gens, qu'on leur dise qu'on ne va pas les abandonner, que l'État est là, qui va les aider. Maintenant, pour dire est-ce qu'on va reconstruire in situ, il faut laisser les experts travailler. Qui font leur travail actuellement. Notamment les architectes, les ingénieurs et surtout les laboratoires géotechniques. Les topographes, les géomètres. Qui ont l'expertise, surtout les laboratoires qui ont l'expertise de la nature, d'ausculter la nature du sol et de nous dire où les endroits où on peut reconstruire. Peut-être qu'on pourra reconstruire dans les zones, mais peut-être qu'on va nous dire qu'il y a un risque sismique potentiel futur et qu'il faut absolument aller ailleurs. Donc maintenant, mon option, mon idée, ma conviction de ce que j'ai vécu, etc. Et même de mon analyse aujourd'hui, de ce que je vois, parce que c'est un territoire que je connais. Hein. Moi je suis originaire pas loin de ces zones montagneuses de l'Atlas. Je dis qu'il est plus judicieux aujourd'hui, avec des gens qui sont sinistrés, qui sont psychologiquement effondrés, qui peut-être n'auront pas ni la force, ni le courage même de reconstruire par eux-mêmes. Je pense que l'État-providence, l'État puissant, l'État marzanien, l'État marocain tel qu'on le connaît depuis des siècles, se doit de reconstruire lui-même ses logements. C'est-à-dire ailleurs, dans passer des par villages. l'Omran, passer par les... Passer par l'Omran, passer le bras armé de construction de logements. Passer par des partenariats publics-privés, c'est ce que je privilégie, entre l'État, les promoteurs et les entreprises de construction, sur un cahier des charges précis, sur un prix du logement précis, qui soit parasismique. La force de frappe de ces promoteurs et de ces constructeurs est beaucoup plus importante que la force de frappe individuelle de chaque rescapé, d'accord? Et que si on veut vraiment en finir avec cette histoire dans 3 ans, 4 ans maximum, il faut la puissance de l'État.
Si on laisse les gens, c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que concrètement, ce que vous êtes en train de dire, Rachid Boufous, par rapport à ce qui a été annoncé par le chef du gouvernement la semaine dernière, c'est la distribution d'indemnités logement reconstruction. Oui. Ce n'est pas suffisant. Vous dites que l'État doit aller plus loin et également reconstruire. Je ne dis pas que ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. C'est-à-dire dépasser le fait de verser de l'argent. Parce qu'on va peut-être aider à la reconstruction. Il y a aussi le tissu économique qui a été perdu. Les gens avaient du bétail, ils avaient différentes cultures vivaient. Voilà, mais ils faisaient de l'artisanat, etc. Mais pour revenir, c'est que nous avons fait la même approche à Hussima en 2004. Nous avons donné 16 000 dirhams aux familles, plus les matériaux de construction. Quand vous prenez des individus qui ont connu un sinistre, etc., ils construisent à leur rythme. Donc, à Hussima, 4 ans après, les gens n'avaient pas totalement reconstruit leur logement. Les opérations qui avaient réussi, par contre, à Hussima, c'était là où il y avait une convention entre l'État et les promoteurs immobiliers ou les constructeurs, d'accord, et qui ont reconstruit rapidement. Donc, ce sont des choix à faire, d'accord. Toutes les solutions aujourd'hui sont bonnes à prendre. En tout cas, vous dites-vous, il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui. Personne ne peut dire précisément à valeur aujourd'hui s'il y aura reconstruction sur site ou pas. Ça sera le rendu du travail des experts sur le terrain. Ni le coût final du logement, parce que quand on construit dans une géographie contrainte, on augmente les coûts. On va y revenir d'ailleurs dans le deuxième ordre. Peut-être que les 140 000 ne suffiront pas dans certaines zones géographiquement difficiles. Autre sujet à débat, au-delà de la relocalisation ou de la reconstruction, c'est les matériaux à utiliser entre ceux qui sont partagés en disant, même s'il y a eu un communiqué royal qui est clair là-dessus, c'est-à-dire le respect de l'environnement existant, naturel, écologique et environnemental. Est-ce qu'on continue à reconstruire avec de la terre crue, avec de la pierre locale, des matériaux locaux, où il faut aller sur l'utilisation de matériaux, plus de ciment, plus de béton armé, plus de briques. Vous savez, aujourd'hui, on construit des immeubles R+4 en pisé. En Europe, notamment, il y a des expériences. Et des immeubles à Lyon, en France, ont été construits récemment. Il y a même eu un prix d'architecture sur ce projet. La terre n'est pas antinomique avec la sécurité. Donc, le pisé est excellent. Pas de problème. Maintenant, quand tu dis il est excellent, est-ce que les habitations qui ne sont pas écroulées, qui étaient ici en pisé, il y a les villages de montagne, il y a les Doha, où il y a des habitations qui sont parties en fumée, alors qu'il y avait de l'utilisation du pisé. Alors on va d'abord, c'est pour ça que l'analyse primaire des intervenants, des ingénieurs, architectes et surtout laboratoires sur site, elle est primordiale pour comprendre comment ces maisons se sont effondrées. Parce que ça va nous déterminer les modes de reconstruction de demain. Aujourd'hui, j'ai des informations. On raconte que les logements qui se sont effondrés sont les logements où on a alourdi les dalles, que ce soit les dalles en terre, que ce soit les dalles en béton, justement parce qu'il y a de la neige, etc. Puis on a tendance sur les habitations traditionnelles à alourdir, à rajouter des couches supplémentaires de terre pour justement que ça serve d'étanchéité en quelque sorte. C'est peut-être ce poids qui a effondré, qui a causé l'effondrement des logements, parce que, encore une fois, comment l'effondrement se fait? C'est que la dalle importante, le toit, n'est pas supporté de manière efficiente par la structure. Donc la structure est souvent soit des murs qui ne sont pas en pisé, mais qui ne sont pas calibrés pour recevoir la charge, parce qu'il y a un dimensionnement à faire. Et quand on le voit d'ailleurs dans l'Ersor, Kasbah, etc., plus le mur est épais en pisé, plus il résiste au choc. D'accord. Maintenant, on a trouvé des structures en rondin, des choses, etc. Certains considèrent qu'il faut qui sont des systèmes fragiles et qui n'ont pas pu empêcher l'effondrement. Mais encore une fois, donc vous dites en fait donc il suffirait peut-être de renforcer, de maintenir les constructions telles qu'elles étaient, avec un renforcement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans ces domaines, sauf que ce sont les coûts à la construction restent quand même assez élevés quand on veut faire un mixte béton, pisé, ou alors un pisé parasismique, enfin, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une réglementation d'ailleurs. Ça coûte un peu plus cher. On peut faire des renforcements dans la structure avec des madriers en bois, etc., avec de la pierre et tout. Ça marche, hein. Il y a des architectes qui le font dans la région d'Agadir, mais sur des petits équipements. Pas sur une masse aussi importante de logements. Donc aujourd'hui, nous avons 50 000 logements premiers, vous l'avez dit. Oui, première tranche. Mais il y en a d'autres qui devraient se voir. À réaliser. Mais comment on va mettre tout ça en place? Comment on va permettre aussi aux professionnels d'aller dans les sites, visiter maison par maison, dans des accessibilités très difficiles, d'accord, et pouvoir faire le suivi. Donc c'est pour ça que moi,
je préconise, peut-être pas dans la majorité des sites, mais dans la plupart des endroits, regrouper les gens dans des villages. On peut, où l'État va reconstruire, donner justement, permettre aux gens de bénéficier des équipements nécessaires, de proximité, des écoles, des dispensaires, etc. Ce n'est que dans un village où nous regroupons les gens culturellement, qui ont la même langue, qui ont la même civilisation, qui ont la même culture, de les regrouper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déracinement, on ne va pas les mélanger avec des gens étrangers. Ce sont les mêmes groupes sociaux qu'on regroupe, mais dans des logements modernes. Il y a un recensement en cours de population, justement, dans ces différents villages de campagne. Les données qu'on a, en tout cas, en matière de data, il y aurait 6 000 douars, et par douar, à peu près entre 20 et 30 familles. Moins que ça, oui. En moyenne. En tout cas, ça veut dire que c'est un travail titanesque. Oui, bien sûr. C'est-à-dire de reconstruction. C'est-à-dire, effectivement, une fois qu'on aura choisi et décidé, une décision lourde de conséquences, où est-ce qu'on va reconstruire et quels matériaux on va utiliser, il va falloir aussi reloger et resocialiser des milliers et des milliers de personnes. Pour juste corriger l'information que vous venez de dire, effectivement, il y a quelque chose comme 6 000 douars dans toute la vallée donc de l'Haouz et dans les monts de l'Atlas. Mais on connaît le nombre exact de la population, de la nature d'occupation. Parce que chaque 10 ans, on fait ce qu'on appelle un recensement général de l'habitat et des habitants. Donc, on recense les habitants, on recense l'habitant. Et même, et c'est le HCP qui le fait, c'est un travail extraordinaire que fait le HCP. Tous les 10 ans, on connaît les modes d'occupation. Est-ce qu'ils occupent des logements en pierre? Est-ce qu'ils occupent est-ce qu'ils ont même les commodités? Est-ce qu'ils ont l'eau courante? Est-ce qu'ils ont la télévision? Est-ce qu'ils ont l'électricité, etc. Reloger ce nombre important de Alors, personnes. nous connaissons douar par douar dans tout le Maroc. Ouais. Nous connaissons parfaitement cela. En plus de cela, vous avez l'appareil administratif à travers le ministère de l'Intérieur, les qaïds, les muqaddam, etc., qui ont un contact direct avec la population. Ils connaissent même personnellement les gens à travers les muqaddam, etc., qui vivent dans les villages. Donc nous connaissons parfaitement le nombre. Maintenant, il faut qu'on détermine le nombre de disparus, etc. Donc je pense qui est en cours. À partir de là, bon, c'est malheureux de le dire, ça va être une soustraction sinistre pour connaître quels sont les gens qui sont survivants. Non, exact. Et surtout, la nature des personnes survivantes. Parce que je sais que dans beaucoup de douars, il y a beaucoup de vieilles dames, il y a beaucoup qui sont restées seules dans ces villages parce que leurs enfants ont migré. Aussi ça. Et eux qui ne pourront pas reconstruire par eux-mêmes les habitations. Oui, parce que ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes âgées, que ce soit hommes ou femmes, d'accord? Je pense qu'ils ne pourront pas reconstruire par eux-mêmes. Et c'est pour cela que je dis que la reconstruction dans des villages, etc., permettra justement à ces gens de retrouver une dignité. Justement, on passe au deuxième round. Rachid Boufouz, deuxième round, un habitat rural, puisqu'on a toujours entendu parler d'un habitat social, d'un habitat pour classe moyenne, d'ailleurs c'est toujours d'actualité avec la nouvelle stratégie du ministère de l'Habitat, mais un habitat rural à 100 000 dirhams. Utopie ou réalité? Concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on peut réaliser des constructions de logements et d'habitat rural à 100 000 dirhams? C'est une réalité il y a 12-13 ans. C'était une réalité il y a 20 ans. C'est ce que m'ont coûté les logements d'Ain Aouda. J'ai construit à 100 000 dirhams. Quand j'ai fait le concours national des villages pilotes ruraux en 2008 de Nkhila, c'était à peu près le même prix. Nous avions un gasoil à 7 dirhams. Nous avions un fer à béton à 7 dirhams aussi. Aujourd'hui, ça a doublé. Nous avons un gasoil à 14 dirhams. Nous avons un fer à béton à 15 dirhams le kilo. Comment, dans ces conditions, on peut maintenir ce prix? Je ne pense pas qu'on puisse maintenir ces prix, d'accord, de 100 000 dirhams, pour à peu près 60 mètres carrés. Oui, c'était ça les prix. En termes de surface. C'était ça les prix il y a 20 ans. C'est d'ailleurs la surface de l'habitat économique qui figure dans le Dahir de 1964, revu par le décret royal de 1966 sur l'habitat économique, qui dit spécifiquement que l'habitat économique, la surface de l'habitat économique ne peut être inférieure à 60 mètres carrés. Après, bon, on a trouvé du logement social à 50 mètres carrés. Ça c'était propre au monde urbain. Non. Mais dans le rural aujourd'hui, l'économique va autant pour le monde urbain que pour le monde rural. Oui, mais la réalité, c'est qu'elle était beaucoup plus prégnante dans le monde urbain que le monde rural. Pour le monde rural, il n'y a pas
que le noyau construit, il y a aussi l'étable, parce que les gens vivent avec les animaux. Certains donc, considèrent que l'enclos, donc ce sont des choses à prendre en considération. Et surtout avec les prix des intrants aujourd'hui, la tonne de ciment, il y a 20 ans, elle ne faisait même pas 600 dirhams. Aujourd'hui, elle a dépassé les 1200 dirhams. Donc, vous imaginez que l'intervention... Est-ce que même avec un foncier gratuit... Monsieur, même si vous mettez le foncier n'est pas un élément déterminant. Même si vous le mettez à 0 dirham, le prix sera élevé. L'ouvrier, que vous allez prendre, ce qu'on appelle le travailleur à la tâche. La tâche, vous prenez un maçon qualifié, etc. Il y a 20 ans, on va payer 50 dirhams par jour. Aujourd'hui, c'est x2, x2,5. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que construire un logement, un habitat rural, pour ces personnes qui ont perdu leur habitation à 100 000 dirhams, pour vous, c'est pas tenable? Il faut voir la réalité économique en face. D'accord? Ce logement doit être défiscalisé. Il ne doit pas être soumis à une autorisation administrative pour ne pas perdre du temps. C'est-à-dire qu'il faut que l'autorisation administrative se fasse au niveau local, soit délocalisée, qu'on n'utilise pas Rojas, etc., la clé électronique, la digitalisation. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Donc il faut revoir le système d'autorisation, le système fiscal. Il faut défiscaliser les intrants, les matériaux, tout ce qui va aller dans cette région, il faut le défiscaliser pour pouvoir baisser les prix. Il faut agir sur l'énergie. Sur les prix du gasoil. Il faut vraiment un vrai travail c'est-à-dire de baisse des prix, si on veut garder des prix raisonnables. Et construire un habitat rural même à 140 000. Même à 50 000 dirhams. Ça va être compliqué. Autre décision qui a été prise aussi, c'est l'octroi d'indemnité logement, relogement. Vous l'avez dit tout à l'heure, 140 000 dirhams par foyer, famille, en tout cas, par famille qui a vu son habitation totalement détruite. Et 80 000 dirhams pour ceux qui ont les partiellement détruites. Et tout ça, pour bénéficier de cette aide-là, il faut que ça se fasse lorsque le permis de construire est délivré. Est-ce que je dis ça parce qu'il y a certains spécialistes experts qui disent on ne doit pas conditionner le versement de l'indemnité relogement au permis de construire qui va être lancé. Pour ce type de logement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan d'architecte visé par un bureau d'études. Il faut travailler à la chaîne. Ce qui a été fait jusqu'à présent ou ce qui n'était pas fait jusqu'à présent? Ce qui a été fait. Non, sur les zones rurales, c'était pas fait. Non, sur les zones rurales, ça n'a pas été fait. Maintenant, si on veut le faire, si on veut que les Alors gens, qu'il y a une réglementation qui le stipule depuis 2002. Si on veut que les gens construisent eux-mêmes, d'accord. L'architecte fait le plan, il est vérifié, dimensionné par le bureau d'études. L'autorité administrative, c'est-à-dire le QAID ou le SILAMR, doit donner tout de suite le tampon et laisser le plan sous l'autorité de l'architecte et de l'ingénieur. Ne pas rentrer dans les commissions d'autorisation, etc. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc, il faut modifier le mode d'intervention. Depuis très longtemps, nous, les architectes, on demande à ce que l'autorité nous délègue les autorisations de construire. Sous notre responsabilité. Nous assumons la responsabilité directe de l'architecte. L'architecte, c'est lui qui autorise. Oui. C'est peut-être le cas aujourd'hui, c'est peut-être le faire sur un plan dimensionné par le bureau d'études, vérifié par le bureau de contrôle, qu'on donne à l'architecte la possibilité d'autoriser les plans. Est-ce qu'il y a un engagement, une responsabilité pénale du coup qui Bien sûr, elle est toujours là. Dans les deux cas. Aux architectes, parce que moi je me souviens d'une déclaration du président du Conseil de l'ordre des architectes qui, au lendemain de la catastrophe naturelle qui a frappé Marrakech et son arrière-pays, a fait cette déclaration, chez Ibn Abla, que vous connaissez, en disant il faut arrêter avec les autorisations de complaisance. Bien sûr, ça c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet, mais en même temps, je veux dire, c'est ce qui a été dit aussi par le président du Conseil de l'ordre. La responsabilité pénale de l'architecte a toujours été engagée à partir du DOC, l'article 768-769, lui et le bureau d'études. La responsabilité pénale est là. On n'en échappe pas, comme beaucoup d'autres métiers, pour les médecins, etc. Bon. Pour les autorisations de complaisance, c'est autre chose. On s'en occupe en interne au niveau du Conseil national. On fait comme on peut. On veut que les autorités nous aident là-dessus pour justement virer toutes les brebis galeuses de notre profession. Parce qu'il est anormal qu'aujourd'hui, qu'un architecte... Quand vous dites brebis galeuses, il y a 3500 architectes dans notre pays. Que des architectes vendent leur cachet au bas prix, qu'ils ne fassent pas leur mission de suivi et de contrôle. Ça aussi vient du fait que les gens, en général, ne connaissent la valeur de l'architecte que quand il y a des catastrophes, mais en général, ne le payent pas, ils veulent juste le payer pour la signature. Donc il y a aussi, c'est toute l'approche citoyenne. Ça c'est la responsabilité pénale, Rachid Boufous, mais la responsabilité morale, au travers de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et toutes ces constructions se sont effondrées. Est-ce qu'on doit considérer aussi que l'architecte, les bureaux de contrôle technique aussi ont une responsabilité morale dans le sinistre qui a frappé? De quoi on parle? On parle d'un environnement contraint, où des gens construisent de la même façon
depuis Jules César et même avant. De la même façon, ils construisent avec les matériaux qu'ils trouvent sur place. Aujourd'hui, on sort des théories, des affirmations comme celle-ci, à savoir qu'il y a une responsabilité. On aurait dû faire, on Est-ce aurait qu'il y a dû une construire, responsabilité etc. morale de l'architecte Mais jusqu'à dans ce qui s'est présent, produit à Marrakech? Rachid, Allez-y. jusqu'à présent, ces gens construisaient de manière traditionnelle, d'accord, ne connaissaient ni architecte, ni bureau d'études, ni bureau de contrôle, ils n'avaient même pas d'autorisation de construire, d'accord. Donc aujourd'hui, que tout ce problème, on veut mettre sur le dos des architectes les choses, etc., sur le dos des ingénieurs. Non. Maintenant, dans le futur, oui, à partir d'un temps T, où nous avons vu que des constructions, même des constructions en dur, se sont effondrées en béton, etc., nous devons ausculter tout cet environnement, savoir est-ce que ces bâtisses ont reçu des autorisations, celles qui ont été construites en béton ou pas, est-ce qu'elles ont respecté les règles parasismiques, etc. Le fait aujourd'hui, il ne faut incriminer personne. Il faut commencer à partir de temps T0 de dire qu'à partir de maintenant, dorénavant, On ne peut pas balayer non plus le passé d'un revers de la main. C'est ça. Certains considèrent aussi que c'est important de voir aussi. Le passé est le passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le monde en prison? Non. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 morts et plus de 5500 blessés. Ce n'est pas dont du plus de fait, 50% sont des blessés graves. Ce n'est pas du fait des architectes, ce n'est pas du fait des ingénieurs. C'est un séisme. Quand un séisme arrive au Japon, où on construit avec des règles parasismiques, d'accord, et qu'il s'effondre ces immeubles, qui sont pourtant construits de manière parasismique, et qu'en 1995, au séisme de Kobe, il y a eu 3900 morts. On ne reproche pas aux architectes japonais d'avoir mal construit, aux ingénieurs japonais, etc. Un séisme, ce qu'il faut respecter comme règle, il faut absolument assurer la sécurité du bâtiment un maximum de temps, le temps que les gens puissent s'échapper. C'est ça la règle du séisme. Mais son amplitude fait que même les meilleurs immeubles bien construits, ils peuvent s'effondrer. Donc, il ne faut pas voir ça de manière, c'est-à-dire... binaire. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire il ne faut pas réduire au fait les phénomènes à cela. Les catastrophes naturelles existent. Vous avez vu, il y a 3-4 jours, en Libye, comment le cyclone a complètement ravagé Darna, a ravagé les immeubles. On va encore reprocher aux architectes de n'avoir pas construit à Darna Non, une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle. Et le fait que les réglementations antisismiques n'ont pas été, les constructions n'ont pas été respectées depuis 20 ans dans certaines zones. Les catastrophes naturelles sont des phénomènes naturels qui dépassent l'entendement, qui dépassent toute projection et toute réflexion humaine. Donc, mais nous devons faire, à partir d'un temps T, prendre se servir des leçons, enfin, tirer des leçons des catastrophes pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Effectivement, ce problème que vous avez dit, le respect des différents règlements depuis 20 ans. Oui, pas simplement dans le monde rural. Dans le monde urbain. Bon, on voit aussi des dans le monde urbain, voilà. Donc, il y a comment on peut expliquer que beaucoup d'immeubles s'effondrent, continuent, etc. Donc, et ça, c'est dommage parce qu'encore une fois, les professionnels jouent un peu avec leur destin en laissant passer ce genre de choses. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la complaisance des confrères et des consoeurs, certains, pas tous. Il y a énormément d'architectes honnêtes qui font leur travail correctement. Sur les 3 architectes, c'est quoi? C'est une minorité? C'est combien d'architectes véreux y aurait-il? C'est toujours une minorité, et les véreux n'existent pas simplement chez les architectes, ils existent chez les médecins, ils existent chez les avocats, etc. Nous n'avons pas de recensement exact, c'est-à-dire des choses, mais quand le client ne paye pas l'architecte à sa juste valeur, et cet architecte a fait 6 ans d'études et qu'il est compétent, avec quoi voulez-vous qu'il vive? Donc c'est une conscience citoyenne à avoir de la part des Marocains. C'est pas aujourd'hui qu'il faut se retourner vers l'architecte et lui dire on a besoin de toi, on a besoin de l'architecte et de l'ingénieur tout le temps, mais il faut les payer à leur juste valeur. 3e round avec vous, Rachid Boufous. Le gouvernement est-il à la hauteur des défis, des challenges et des conséquences de cette catastrophe naturelle et de ce séisme qui a frappé la région de Marrakech et plus principalement d'ailleurs la province de l'Haus, sans oublier aussi celle de Taroudant?
Sous quel volet vous dites vous posez Ceux cette qui sont question? aux responsabilités aujourd'hui, on a encore vu, d'ailleurs en début de semaine, le chef de gouvernement réunir, pour la troisième fois d'ailleurs, le comité interministériel pour définir un mécanisme de reconstruction au niveau de l'opération d'urgence, donc un grand chantier d'urgence là-dessus. Est-ce que politiquement, Rachid Boufous, parce que je rappelle que là je vais vous demander de retirer votre casquette d'architecte urbaniste et plutôt de mettre celle de membre du Conseil national du mouvement populaire, le politique aujourd'hui, ta responsabilité, c'est à lui de gérer, c'est à lui de driver, c'est à lui de piloter. On a parlé de 50 000 familles à reloger, Oui. Ce sera peut-être 100 000 demain et 150 000 après-demain. Il y a le versement des indemnités aussi, soutien, aide directe, y compris d'ailleurs des aides directes aux familles sinistrées, 30 000 dirhams, 2500 dirhams par mois pendant un an. Oui. Il y a tout ça à piloter. Bien sûr, il y a tout ça à un chantier qui va s'inscrire sur la durée. Pour répondre à votre question, effectivement, depuis le début, depuis l'arrivée du séisme, vendredi soir, le gouvernement a péché par manque de communication. On n'avait personne, on n'avait ni chef de gouvernement, ni ministre, etc. Je pense que sur le moment, tout le monde était tétanisé, etc. Puis c'était le dernier des soucis que de s'adresser aux gens. Le dernier des soucis alors qu'on est en période justement. de secousse. Alors qu'en matière de communication, en matière de communication politique, la première des choses, c'est de sortir, de faire des déclarations, de rassurer les gens, d'accord, d'être sur le terrain. Aujourd'hui, on évoque Fatem Zahra Mansouri, qui est sur le terrain. Les maires de Marrakech. Les maires de Marrakech. Elle a un mandat direct. Elle est montée hier à la montagne, alors que ça ne dépend pas de son périmètre de maire, mais ça dépend de son périmètre de ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Des formidables moments que j'ai vus d'empathie avec les femmes, etc. C'est important. C'est important d'être proche des gens. C'est important de rassurer les gens parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres humains fragiles. Quand on voit dans un sinistre comme cela, qu'on a perdu ses parents, sa famille, tout son héritage culturel, familial, c'est très dur. Mais même les gens qui sont loin, qui n'ont rien à voir, quand ils voient justement cette détresse, ça les choque. C'est pour ça que ça explique le formidable élan des Marocains à travers tout le pays qui ont tout donné. Même les gens qui n'avaient rien ont donné. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de politique aujourd'hui, pas de jugement actif sur la gestion politique moi, je préfère. Moi, je relève juste un manque de communication. Oui. Il aurait fallu être beaucoup plus présent. C'est pas grave. Le gouvernement travaille, le Maroc travaille, tout le monde travaille sous l'égide de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour qu'on soit tous unis, au-delà des clivages politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement d'union nationale, pourquoi pas? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Même si nous sommes dans l'opposition, nous sommes avec le gouvernement, nous sommes avec le peuple marocain, nous sommes derrière Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Parce qu'encore une fois, c'est un moment de douleur, de peine, mais aussi un moment d'espoir et de reconstruction pour assurer un avenir meilleur à tous les Marocains. Donc oui, en fait, valeur aujourd'hui, on met de côté, quand on est un parti de la majorité comme le mouvement populaire, tout ce qu'il peut y avoir comme critique politique, c'est mis entre parenthèses. Vous savez, c'est Rachid, le mouvement populaire dont je fais partie, son fief électoral, ce sont ces populations. Justement, c'est pour ça que je vous amène sur ce terrain-là. Nous représentons le monde rural. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans, que nous demandons un plan Marshall pour le développement du monde rural. Et quand on le disait, on nous traitait de gens qui font de la surenchère, politicienne. Dans le fonds de commerce, c'est la des populations berbères et amazières. Aujourd'hui, nous le voyons. Le développement rural, si on avait pris les choses en main, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans, au lendemain de l'indépendance, à l'époque de la réforme agraire de 65, on a commencé avec les villages pilotes, avec le remembrement des terres agricoles, etc. Nous ne serions pas encore à cela aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prévoir un mouvement populaire beaucoup plus offensif politiquement dans les prochaines semaines et les prochains mois en disant voilà, cette région, nous on la connaît, ces populations, nous on les connaît, on les a toujours défendues, mais on n'a jamais été entendus. Notre parti ne fait jamais dans la surenchère politicienne. C'est dans le débat public, le débat politique, c'est pas la surenchère. Nous relevons les insuffisances, nous relevons les manques, nous faisons de la critique constructive, nous apportons des propositions de solutions, y compris celles que je viens de vous dire, du regroupement dans les villages pilotes. D'accord ? Ça, c'est une proposition de notre parti, à travers moi-même, parce que nous connaissons ces populations. Nos élus viennent de ces régions. Nous connaissons le monde rural mieux que beaucoup d'autres partis. Nous pouvons aider. Si le gouvernement nous sollicite aujourd'hui, dans le cadre de réunions techniques, dans le cadre de consultations,
nous sommes prêts à aider le gouvernement, nous sommes prêts à aider l'État du mieux que nous pouvons à travers notre expertise, à travers notre connaissance du terrain, parce qu'encore une fois, c'est un moment d'union nationale, ce n'est pas un moment politique. Pas de politique politicienne pour le moment? Non. Peut-être que dans quelques temps, ça sera le cas. Bien sûr, il y aura un moment où on va demander des comptes sur beaucoup de choses, sur le fonds de développement rural, sur les politiques publiques en matière de désenclavement de ces régions, en matière de développement, parce qu'il n'y a pas, aujourd'hui on parle du house, mais tout le Maroc rural, 85% des communes au Maroc sont des communes rurales, 15 millions de Marocains vivent dans le monde rural. Très bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande, nous, au mouvement populaire? C'est que tous ces Marocains qui sont dans le monde rural aient leur part du développement, de la redistribution des richesses, du formidable triplement du PIB du Maroc en 20 ans, du TGV, des retombées touristiques, du TGV, de tangémède économique, etc., que ces gens qui sont dans la montagne Vous allez militer pour plus de ruissellement de richesses, vous allez militer pour de la création de richesses sur les territoires et dans les territoires ruraux. Le ruissellement des richesses par l'investissement public, qu'on construise les équipements nécessaires. Pour le développement économique, nous sommes capables. Ces gens vivent en autonomie depuis très longtemps à travers le tourisme, à travers la diaspora, etc. Bien sûr, c'est difficile d'installer des industries en montagne, mais nous pouvons créer des coopératives d'artisanat, des coopératives agricoles. Aujourd'hui, on peut développer vraiment le tourisme de montagne. Toutes ces choses-là peuvent consolider une économie déjà existante qui est embryonnaire, mais la renforcer, lui donner plus de poids. Merci infiniment Rachid Boufouz. Donc on voit bien aussi ce qu'on retiendra, entre autres, de tout ce que vous avez dit, c'est que le mouvement populaire affûte ses armes politiques, mais que pour l'instant, le temps est à l'union ou un gouvernement d'union nationale. Vous êtes bien d'accord? Sur le terrain politique. Je n'ai pas dit ça précisément, mais philosophiquement, oui. Mais nous sommes prêts. Parfait. C'est ce qu'on retiendra également. Merci infiniment à vous, Rachid Boufouz. Je rappelle, architecte urbaniste et membre du Conseil national du mouvement populaire. Merci à vous et à très bientôt. Merci, c'est Rachid.